moi, c'est un exercice normal et qui doit continuer dans la bonne logique des choses. Voilà, monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département des plus privilégiés, hein, si on raisonne en termes budgétaires. Hein. Vous avez eu plus de 4 155 milliards de budget au titre du budget rectifié de 2024. Alors, les grandes dépenses dans cette cagnotte. Effectivement, notre ministère est considéré comme un ministère qui consomme énormément de ressources, ce qui est tout à fait normal parce que l'eau, c'est la vie. L'électricité, c'est l'économie transformée et les hydrocarbures, c'est le dénominateur commun de tout ce qu'on fait. Donc ça va de soi que nous puissions avoir des fonds pour faire face à ces défis. Alors en ce qui concerne les dépenses, nous avons 4 titres à notre niveau. Et au niveau des dépenses du titre 2, c'est les dépenses du personnel. Nous avons reçu 42 000 milliards et à ce niveau, nous avons engagé 34 000 milliards, ce qui fait un taux d'exécution de 82%. Au niveau des titres de dépenses des biens et services, chaque année, on demande d'améliorer les conditions de vie de travail. Nous avons hérité de 246 milliards et nous avons engagé 239, 684 et poussière, ce qui fait un taux d'engagement de 97%, avec un taux de paiement de 17%, bien entendu. Il y a aussi les dépenses de transfert, ça c'est lié aux EPA que nous avons, et les SA, les subventions, c'est aux alentours de 2850 milliards, et nous avons engagé 2500 milliards, ce qui correspond à 88% du taux d'engagement. Et les dépenses d'investissement, c'est les nouvelles infrastructures. À ce niveau, nous avons 201 milliards et on a engagé 54 milliards, soit 34% de taux d'engagement. Donc globalement, on a une dépense, un crédit global de 3 340 milliards avec un engagement de 2 994 milliards. Donc le taux d'engagement est de 88% et un taux de paiement à 1123 milliards. Donc soit 38%. En début d'exercice, généralement, vous fixez les priorités et vous avez 2 grosses entités. Vous avez l'énergie, vous avez l'eau, vous avez les hydrocarbures. Est-ce qu'on peut avoir une idée des priorités que vous vous êtes fixées au début de 2024 et au vu des ressources qui vous ont été allouées, quels sont les objectifs que vous avez pu atteindre? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Alors, au niveau des priorités, il y en avait 3. La première priorité, c'était de nous redonner notre souveraineté énergétique, parce que vous savez que nous avons connu l'explosion du dépôt d'hydrocarbures et ensuite qui a affecté la desserte en électricité, mais aussi la crise qu'on a connue avec les barrages sur Petit Caleta. Donc il fallait remettre à jour notre souveraineté énergétique. Et aussi, il y avait la question de l'eau, c'était l'optimisation des ressources, mais aussi la Guinée, depuis une 60aine d'années, appelée Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, et qu'à date, les besoins estimés à peu près à 1 million de mètres cubes par jour, et nous ne produisons que 170 000 pour tout le pays. Le gap, il est énorme, soit 80% de déficit. Donc il fallait trouver des voies et moyens pour redonner espoir à la population, pour remettre cette théorie en pratique en amenant... Mais elle est loin d'être mise en pratique. Hein, bon, on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Et au niveau des hydrocarbures, nous nous sommes inscrits dans la réduction de l'impact des gaz à effet de serre. Donc il y avait la promotion de gaz butane. Mais quand on a connu l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, il fallait tout de suite assurer la sécurité, assurer et maintenir la sécurité de l'approvisionnement des produits pétroliers, mais aussi construire une nouvelle infrastructure et aller vers l'exploration. Nous sommes au milieu du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous avons du pétrole en Côte d'Ivoire qui a été découvert. Nous avons aussi au Sénégal. Donc nous nous sommes dit, Dieu ne peut pas nous détester autant pour ne pas nous donner aussi des puits pétroliers. Donc l'une des stratégies qu'on avait en termes de priorité, c'était d'explorer les possibilités de fouilles au niveau des eaux profondes et voir dans quelle mesure on pourrait découvrir du baril. On a combien de projets dans ce sens, les projets de prospection? Actuellement, on en a 2. On en a 2. Tout à fait. En eau profonde,
Ce sont des études qui sont en cours avec des Iraniens. C'est pas, très approfondi pour l'instant. Maintenant, vous avez parlé de grands projets dans les 3 secteurs énumérés. Les Guinéens se posent parfois des questions. Qu'en est-il de Soapiti? Parce que vous avez fait une sortie avec le Premier ministre. Qu'en est-il de Kaleta? Les barrages, on nous a dit que les barrages de Donkea, Banéa, les grandes chutes sont en rénovation. Bon, on a envie de comprendre un peu les infrastructures hydroénergétiques, comment ça fonctionne. Okay. Au niveau de l'énergie, à travers les priorités, avec la crise, nous avons augmenté la capacité. C'est-à-dire on a injecté tout de suite 120 MW à travers le réseau interconnecté de l'EMVS et le MVG. Ensuite, il y a eu le retour du bateau thermique de 110 MW. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier le cabinet du président avec lequel nous avons travaillé pour ramener le bateau, cette fois-ci à un prix très raisonnable pour des questions de dépenses publiques. Et aussi, vous avez constaté avec le voyage du chef de l'État en Chine, lors du FOCAC, le barrage d'Amalia qui fait 300 MW était à l'arrêt il y a cela 4 ans. Donc les négociations ont abouti, au décaissement de plus de 500 millions de dollars. Les travaux ont repris. Le barrage va coûter combien? 500 millions? C'est 1 milliard et quelques. Okay. Et aussi, toujours au niveau de l'hydraulique, nous avons mis en place une gestion optimale de Soapiti Kaleta. Vous savez, avec les questions climatiques, la pluviométrie n'est plus respectée. Ce qui fait que l'année dernière, on a connu un déficit énorme, malgré les études ayant prouvé que les études des 50 dernières années ayant prouvé que le barrage ne pouvait pas produire en deçà des 150 MW, mais on était déjà en deçà de cela. Donc cette année, l'année passée, on s'est dit non. Avec la pluie, il faut optimiser la gestion de l'eau. Toujours en hydraulique, il y a le barrage de Keno, avec Kedo qui fait 12 MW, aujourd'hui qui se trouve au CNT. Le barrage de Lofa, Lofa, disons, à Macenta, dont les Chinois ont repris les travaux. Donc partout, il y a des micro-barrages. Nous avons essayé de réveiller les 2 projets. Ça, c'est au niveau hydraulique. Mais les barrages qui sont en souffrance déjà, on a King Kong, Apita, on a Tenkiso. Normalement, vous avez Tenkiso a été dragué, qui a, disons, remis en place sa capacité nominale. Il y a aussi Banéa et les grandes chutes. Les travaux de réhabilitation, normalement, à partir de mars-avril 2025, ces 2 barrages devaient être opérationnels. Donc c'est des micro-barrages, mais c'est quand même un plus par rapport aux besoins actuels. Vous avez dit aussi qu'on vendait de l'électricité au Sénégal, après l'autre qu'on a fait le retour. Bien sûr. Un retour d'ascenseur au Sénégal. Voilà. Et ça rapportait un peu d'argent quand même. Oui, vous savez, avec la gestion optimale des ressources en eau au niveau des barrages, on a connu un déversement et chaque goutte d'eau turbinée, c'est de l'argent, c'est de l'électricité. Donc au lieu de voir cette quantité de milliards d'eau s'évaporer, nous avons tout de suite chargé les turbines permettant d'injecter de l'électricité au niveau des pays, notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Donc je vais continuer toujours sur l'énergie. Au niveau du solaire, parce que c'était une orientation du chef de l'État dès le début de l'année, il fallait aller vers une transition énergétique. Nous avons du soleil en abondance qu'on n'achète pas. Donc nous avons identifié des zones potentiellement riches permettant à produire assez d'énergie. Donc on a fait le lancement de 100 MW en Haute-Guinée, 35 à Cancan, 35 à Sigiri et 30 à Kouroussa. Nous avons aussi bouclé 4 autres projets solaires, notamment le projet de Vinci, qui était dans les tiroirs à cela 10 ans, le projet de Koumageli, qui se trouve aujourd'hui au CNT, et le projet d'Africarène, qui fait 40 MW à Bouquet et 40 MW au niveau de l'INSAN, et enfin le projet de Klimpawa, qui fait 70 MW, toujours à Cancan. Et l'autre bonne nouvelle, c'est en Haute-Guinée, c'est la ligne Guinée-Mali, la réhabilitation de la ligne Guinée-Mali, financée par la Banque mondiale et la BID. Et toujours dans cette zone, Cancan va bénéficier d'une centrale hybride de 40 MW, dont le financement prêt a été obtenu à 80 millions de dollars. Ça, c'est des avancées majeures dans le secteur de l'énergie. Maintenant, au niveau de l'eau... L'interconnexion Guinée-Mali, ça... Oui, ça permettra... Ça arrive dans combien de temps? Normalement, dans 6 mois. OK. Dans 6 mois. Et au niveau de l'hydraulique,
Tout à l'heure, j'ai parlé du déficit abyssal entre les besoins et la réalité. Même si nous sommes en guillemets château de l'Afrique de l'Ouest, c'est que au niveau de l'hydraulique, la bonne nouvelle, au moins, pour une fois, on peut s'en réjouir que nous avons réussi en 2 ans à trouver le même volume d'eau que l'existant depuis 30 ans. Ça veut dire il y a 30 ans en arrière, on produit jusqu'à date 150, 170 000 mètres cubes d'eau pour tout le pays. Et avec le gouvernement, on a réussi à mettre en place, à débloquer la première phase du 4e projet, le schéma directeur, qui fait 200 000 mètres cubes, qui va venir, disons, résoudre la problématique de l'eau à Conakry. Mais au niveau de l'intérieur du pays, nous avons 7 capitales régionales aujourd'hui, qui sont aujourd'hui dont les études sont en phase terminale, les DAO, permettant à des entreprises indiennes et européennes de commencer en BOT et en EPCF l'alimentation en eau potable de cette capitale régionale. C'est pas tout. Nous nous sommes dit encore qu'il faut réhabiliter les centres, l'existant. Parce que vu qu'on n'a pas encore démarré les nouveaux projets, ce qu'on a sous la main, il faut rétablir la capacité nominale. Donc il y a 11 villes qui ont bénéficié avec l'appui de l'AFD. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier l'ensemble de ces partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la Guinée, soutenu notre secteur dans la résolution des problèmes sociaux. Donc, il y a l'AFD qui nous accompagne dans le financement de la réhabilitation de 11 stations d'eau, toutes les villes de la Guinée forestière. Ensuite, toutes les villes de la Moyenne Guinée, excepté les nouvelles villes, Tougué, les Louma, aussi à Conakry. Et l'autre très bonne nouvelle dans le secteur de l'eau, les 3 villes qui n'ont jamais connu d'infrastructure, notamment Fria, Koubia et Beila, ont bénéficié d'un financement de la BIDC et les projets doivent démarrer en 2025. Ça, c'est dans le secteur de l'eau. On a aussi mis en place un projet pilote à Kabak. Ce sont des îles, c'est des zones où la question d'approvisionnement est excessivement difficile, mais par la grâce de Dieu, on a mis en place un projet pilote aujourd'hui qui permet à la population de Kabak d'avoir accès à de l'eau potable. Secteur gazier, hydrocarbures, c'est le changement climatique, donc il faut faire face. Il y a l'usine du Content, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui va permettre... Il est lancé il y a bientôt 2 ans, c'est ça? Non, oui, 2 ans, mais l'inauguration se fera normalement à la fin du mois de février. Okay. Bien avant, quand vous sortez, vous prenez la route de Kindia ou la route de Bokeh, ce sont des animaux de brousse que vous rencontrez avec des chasseurs. Mais aujourd'hui, si ce n'est pas les noix d'acajou, il n'y a plus rien à manger dans les brousses parce que nous avons coupé toutes nos forêts. Les arbres sont décimés. Et avec le gaz butane, la promotion du gaz butane, ça permettra à ces familles de s'orienter vers l'utilisation optimale de ces ressources qui sont à notre disposition et de laisser prospérer nos forêts qui constituent un avenir pour la biodiversité. Oui, l'hydrocarbure. L'hydrocarbure, oui, il était question de sécuriser, si vous voulez, l'approvisionnement et la distribution. Cela a été fait. Certes, à des moments donnés, on entend qu'il n'y a pas de carburant. Ça, c'est... Vous savez, les conditions de navigation, nous ne les maîtrisons pas. Parfois, le bateau dit, on rentre ici le 25, et il regarde la situation en haute mer, ça peut retarder de 24 heures, de 48 heures. Quand cela est fait, nous sommes dans une cité où nous avons aussi d'autres qui ont pour métier colporter les fausses informations, dissiper les rumeurs. Donc, ils trouvent une opportunité à faire cela. Et il y a des responsables de stations qui profitent de cette situation pour un peu commencer à rationner la distribution. Donc, ça crée une forme de panique dans la cité. Sinon, en réalité, depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures, avec toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement, on n'a pas été confronté à une rupture de carburant. Certes, il y a eu des retards de 24 heures, de 48 heures, indépendamment de notre volonté, mais il y a aussi, si vous voulez, la construction du nouveau dépôt qui se tient aujourd'hui à Forêt-Caria. Donc, pratiquement, on travaille pour mettre en place une infrastructure qui permettra d'éviter ce qu'on a connu ici et qui a causé des morts, des dégâts, paix à l'âme de ces victimes d'ailleurs. Mais en tout cas, on travaille là-dessus. Ouais. Monsieur le ministre, le bilan force vraiment admiration. Par contre, les observateurs ont beaucoup de questions par rapport à la gestion de l'eau et de l'électricité. On a dit, par rapport au budget initial, la loi des finances initiale, on a dit que l'État allait injecter 3 000 milliards
Quand même, ça fait beaucoup d'écoles, ça fait beaucoup de dispensaires. Quel est votre avis de spécialiste sur la question? Vous savez, sur ce volet, quand mon grand frère, le ministre du Budget, était passé ici, il a parlé de subventions accordées à EDG. Attention, c'est le moment pour moi. Non, on lui a posé la question. Tout à fait, vous avez posé la question. Et quand vous partez au CNT, on vous dit oui, EDG consomme suffisamment de ressources. Mais c'est l'occasion d'expliquer aux Guinéens que EDG ne fait que son travail. EDG est un exploitant. EDG reçoit des instructions. EDG n'applique que la politique du gouvernement. Et la politique qui est adoptée depuis une trentaine d'années, c'est la subvention à outrance de ces deux secteurs. En fait, nous héritons d'une situation où vous êtes les aînés. Au temps de l'ancien régime, vous bénéficiez gratuitement du sucre, vous bénéficiez gratuitement de pas mal de produits sociaux. Et cette situation a continué. On a pensé qu'il est du devoir de l'État de mettre gracieusement ces produits, disons, à la disposition des populations sans contrepartie. Mais attention, l'eau là, l'eau dont on parle, il faut capter, il faut traiter, il faut distribuer, ça demande des produits, ça a un coût. Aujourd'hui, nous continuons nous sommes bloqués avec le tarif de 2012 au niveau de l'eau. Au niveau de l'électricité, il n'y a pas eu non plus d'avancée notable en matière de tarification. On demande, oui, dans la sous-région, vous avez pris l'exemple sur les pays comme le Sénégal, les pays comme la Côte d'Ivoire. Mais là-bas, ceux qui ont visité ces pays, ils savent à combien ça coûte l'électricité. Mais je pense que c'est une question de mentalité. Et c'est pour cela, au niveau de la refondation, de la transition, on est en train de travailler. Pour une fois, si vous avez remarqué, les Guinéens aujourd'hui réclament les contrats après paiement au niveau de l'électricité. Parce que depuis très longtemps, l'électricité, quand vous allez à EDG, c'est une entreprise qui connaît le plus grand nombre de bénévoles. Tout simplement, on ne peut pas être stagiaire et bénévole dans une entreprise pendant 20 ans, 10 ans. Si vous êtes bénévole, vous n'êtes pas salarié, forcément vous vivez de quelque chose. C'est la grande question sur la culture. Vous vivez de quelque chose. Donc ils vivaient de quoi? Ils vivaient de... Si on ne les paye pas, ils sont obligés de se faire payer dans la rue. Sur le service. Soyons véridiques sur le service. Donc ça crée pas mal de difficultés. Mais aujourd'hui, on a réussi à inverser cette mentalité petit à petit pour dire aux gens que le forfait, c'est un arrangement. Et la plupart des tarifications étaient faites sur la base de comment vous vous habillez, comment est conçu votre bâtiment. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, voici le coût du kilowattheure au compteur après paiement. C'est comme le téléphone. C'est comme le riz. Un père de famille, il n'y a pas de riz, il faut payer pour que les gens mangent. Le téléphone, vous n'avez pas de crédit, vous avez peu de crédit, vous utilisez de manière rationnelle. Avant, quand vous appelez un parent au village, il va vous raconter comment va l'homme, comment va la tante. Mais aujourd'hui, on va tout droit au but. Quand on t'appelle, comment tu vas? Il y a pas de... Même ta santé, difficilement, on te pose la question, on va tout droit au but. C'est comme l'électricité. Quand vous sortez de la maison, éteignez tout. Et quand vous n'avez pas besoin de climatiseur, éteignez. Donc, il y a ce travail qui est en train d'être fait au niveau de la gestion de ces produits. Mais les populations doivent comprendre que ces produits ont un coût. L'État, de son côté, a le devoir. Et c'est un droit fondamental. L'accès à l'électricité, c'est un droit. L'accès à l'eau potable, c'est un droit. Mais derrière, les gens doivent être en mesure de payer quelque chose. Nos ressources proviennent d'où? Le budget dont on parle, c'est la recette des impôts au niveau de la douane. Donc, si ce qu'on produit, c'est ce qu'on consomme. Quand on produit peu, qui permet à l'État de reverser ces ressources pour faire face à nos problèmes, il va de soi que le peu qui est obtenu, c'est ce qui sera partagé équitablement en fonction des différents départements et des besoins. Donc c'est à nous de produire beaucoup plus, c'est à nous de payer nos impôts, c'est à nous d'arrêter la fraude, c'est à nous de savoir que l'ensemble de ces produits sociaux ont un coût. Arrêtons, si nous prenons nos responsabilités en payant, nous pouvons exiger des pouvoirs publics à dire nous payons l'électricité au coût du kilowattheure à tel. Mais aujourd'hui, on subventionne l'électricité à 70%. Ça se fait dans aucun pays. Tout à l'heure, monsieur le ministre, le potable, c'est pareil. Vous reviendrez tout à l'heure beaucoup plus en détail sur la grande campagne qui est lancée pour... on va faire un peu le bilan de la campagne d'installation des compteurs après paiement. Et je pense que les populations n'y sont pas très réticentes. Non. Vous avez réussi quand même à obtenir ce déclic-là. Donc, cette première partie est malheureusement finie. Mais il y a une autre partie qui va commencer, c'est le face-à-face. Mahmoud Bari, vous avez le micro.
Monsieur le ministre, vous avez parlé de la production de l'électricité et le transport. Parce que vous produisez quand le transport est défaillant. Et la distribution aussi. C'est des problèmes. Tout à fait. Il y a le projet de la côtière qui permet, quand vous prenez soit petit qu'à l'État, initialement, une bonne partie de cette électricité devait servir à alimenter les miniers, qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a une puissance optimale de 1160 MW, mais il y a le transport qui fait défaut. Et les lignes qui existent, c'est la ligne d'interconnexion. On n'a pas d'autre choix. Les Guinéens se posaient la question à un moment donné, pourquoi des villes comme Bofa, Farana n'ont pas d'électricité et nous exportons l'énergie ailleurs? C'est parce qu'il n'y a pas de ligne de transport. Mais j'avoue que le département, aujourd'hui, est en train de travailler ardemment pour que la côtière soit... il y a un démarrage, il y a déjà des entreprises qui sont adjugées le marché, qui travaillent. Ils ont mobilisé les fonds. On a même une réunion la semaine prochaine pour savoir où nous en sommes sur volet. Mais au niveau aussi à l'interne, les lignes de EDG, certes, on a des pertes qui sont enregistrées au niveau du transport. C'est des lignes vétustes. C'est normal. On se retrouve dans cette situation. Vous savez, si vous avez... C'est une entreprise. Vous avez un coût d'exploitation estimé à tel nombre de milliards. Vous avez une rentrée d'argent estimée à tel nombre de milliards. Dès lors qu'il n'y a pas un équilibre entre le coût d'exploitation et les marges bénéficiaires, forcément, il y a quelqu'un qui doit payer le gap. Et celui qui paye ce gap, c'est l'État. Mais l'État, à un moment donné, l'État ne peut pas souffler. Ce qui fait qu'on voit ces infrastructures vétustes. La SEG n'arrive pas à réhabiliter les infrastructures. La SEG a un chiffre d'affaires, un coût d'exploitation de 21 milliards par mois et un chiffre d'affaires chaque 2 mois de 5 milliards. Comment voulez-vous que moi je perçoive chaque 2 mois 5 milliards, je dépense mensuellement 21 milliards, que je puisse faire face à la réhabilitation des tuyaux qui sont percés? Donc derrière, il faut que quelqu'un paye. C'est pour cela qu'on est en train de travailler la refondation des mentalités pour dire aux populations, aujourd'hui, vous avez la capacité d'aller acheter le bidon à 1500. Nous, on ne demande pas 1500. On demande le juste milieu. On demande que vous compreniez que ça coûte tel. Voici nos efforts. Et qu'est-ce que vous pouviez faire pour au moins maintenir l'existant, mais permettre aussi à développer des infrastructures à travers, il a parlé de privé. Les entreprises privées qui arrivent, s'ils savent que c'est l'État qui doit continuer à payer le gap, ils savent que l'État n'a pas que ça comme problème. Donc, ils sont parfois réticents. Mais dès qu'il y a un équilibre entre le coût de production et le coût d'exploitation, vous verrez tout de suite que dans l'ensemble des villes, l'État va donner des concessions en BOT aux entreprises permettant à celles-là de rentrer dans leur vie. Donc, le transport constitue une difficulté, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que le problème d'électricité est presque résolu. Mais est-ce que vous pouvez rassurer les populations? Comment ça va se passer? Alors, on a pris toutes les dispositions. J'ai dit que le chef de l'État, quand on lui a expliqué le coût énorme, le poids énorme de la subvention, il nous a dit le social n'a pas de prix, mais allez vers le dialogue social. Il faut une pédagogie, il faut de la sensibilisation. Les gens comprendront, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de supporter le poids financier. C'est pour cela, pour faire face même à d'éventuels délestages, parce que les besoins ne font qu'augmenter. Les besoins qui augmentent au-delà de Simandou 2040, où on doit, disons, augmenter la capacité de production. Actuellement, nous avons un besoin pour tout le pays de 1400 MW. Quand vous rajoutez Simandou qui fait 400, on est à 1800. Alors que la production actuelle, on est à 1116. Donc on a à peu près 1000 MW à produire. Mais il faut que les gens comprennent l'augmentation irrationnelle des besoins en électricité sont beaucoup plus dus au gaspillage qu'aux besoins réels. Il faut que les populations comprennent. On fera notre mieux pour apporter des solutions, mais à un moment donné, le Guinéen doit comprendre que les 3 000 milliards qu'on injecte pour subventionner le secteur de l'électricité devaient être répartis, fragmentés. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens, ça c'est une population très pauvre, l'État s'occupe de cela. Là, il faut subventionner. Mais aujourd'hui, pauvres, les intermédiaires et les riches et les nantis sont pris au même pied d'égalité en matière de subvention. Et même les industriels. Ce qui n'est pas normal. Et notre partie de ce fonds devait être allouée à l'éducation. Les jeunes qui sortent aujourd'hui, parfois qui manifestent quand il n'y a pas d'électricité, ils devaient beaucoup plus sensibiliser les ménages à aller vers l'économie d'énergie,
à sensibiliser les mamans pour dire il faut qu'on paye un tarif acceptable pour l'électricité, ce qui permettra à l'État d'injecter des fonds dans notre éducation, d'injecter des fonds dans l'emploi jeune, d'injecter des fonds même en zone rurale pour permettre à ce qu'il n'y ait pas d'exode. Mais si on dépense 300 millions de dollars en termes de subventions dans l'électricité, parce qu'on a hérité d'un système, certes aujourd'hui les gens ont compris que la sensibilisation, la pédagogie, ils comprennent mieux, ils acceptent de fournir ces efforts. Je pense qu'en réalité, nous sommes dans une situation où personne n'a intérêt à ce que les subventions ne diminuent pas, et personne n'a intérêt à ce que nous allons vers un délestage. Donc là-dessus, tout le monde est conscient et je pense qu'il y a la résilience de la population qui sont en train de nous accompagner dans ce sens. Ok, en parlant de l'eau, je connais des quartiers à Conakry, pratiquement depuis plus de 20 ans, ces quartiers-là n'ont pas les conduites d'addition d'eau. C'est-à-dire que vous prenez Koléa, Mafanko, tout ça, la SIG, c'est des charretiers qui donnent de l'eau, qui vendent de l'eau dans les foyers. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement pour aller rapidement vers la résolution de ce problème? Je vous ai dit que, de manière inédite, pendant ces 20 dernières années, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un projet qui a été financé dans notre pays à hauteur de 548 millions de dollars. Pour une fois, le chef de l'État nous a dit faites de l'eau une priorité. L'eau, c'est la vie. Usez de tous vos moyens. Et toutes les parties prenantes, le ministère des Finances, le budget, la primature, notre département, avaient un travail d'arrache-pied avec les partenaires, la BEI, Exim Bank Inde, plus la Banque mondiale, qu'il faut saluer de passage, et l'Union européenne, pour mobiliser les 548 millions de dollars qui vont permettre à donner de l'eau à tout Conakry. Le besoin à Conakry est estimé à 400 000 mètres cubes d'eau. Nous avons à date aujourd'hui une production de 150 000. On va donner 200 000, à peu près 90% seront résolus. Mais attention, tous ces efforts sont fournis, mais est-ce que nous allons continuer à maintenir l'exploitation de ces infrastructures au même tarif actuel? Si on le fait, l'existant, vous avez parlé qu'il n'y a pas de tuyaux dans des quartiers. Bien sûr. Comment il peut y avoir de tuyaux? Si ce qui existe déjà, là où il y a les tuyaux, on ne parvient pas à entretenir. Allons-nous installer de nouveaux tuyaux ailleurs? Non. Donc, idéalement, on fournit des efforts pour donner de l'eau, mais derrière, nous sommes en train de le faire de manière progressive, le dialogue social, la pédagogie permettant d'aider la population. Voici ce qu'on met sur la table et voici ce que ça coûte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chacun doit jouer sa partition pour maintenir l'existant, pour permettre à ce qu'il y ait du nouveau, mais aussi pour prévoir l'avenir. Et l'autre question, ce sont ces forages-là à Conakry. Qu'est-ce que le département fait pour limiter cela? Parce que, vous savez, vous étiez à la SEG et tout. À la longue, ça risque de créer des problèmes, surtout au niveau de Conakry. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour réduire au moins ces forages-là dans les quartiers? La mise en œuvre du 4e projet eau, 200 000 mètres cubes d'eau, fera disparaître systématiquement les forages sans bruit. C'est comme l'électricité. À un moment donné, vous avez un groupe chez vous à la maison. Le groupe, il est toujours existant. Non. Vous l'avez vendu, certainement. Il est même tombé en panne après. Voilà. Donc, dès qu'on aura de l'eau avec ce projet, les gens n'auront pas d'autre choix que de fermer les forages. Et l'autre question, c'est les hydrocarbures. Vous savez que ce dépôt, il y a eu l'incendie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour remplacer ce dépôt? Il y a un travail qui se fait. À ce niveau, il est bien de souligner que la SONAP relève directement de la présidence, pas de nous. Mais nous travaillons de concert, parce que nous sommes le département tutelle, nous travaillons de concert pour permettre à ce qu'il y ait un dépôt. Vous avez vu l'arrivée du modèle africain, le Nigérian Dagonte, qui est venu. Notre pays aujourd'hui est un pays qui attire les investisseurs. Il est venu pour nous accompagner. Il a une audience avec le chef de l'État, c'est accompagner l'État guinéen dans la réalisation des infrastructures liées aux hydrocarbures, mais aussi les recherches pétrolières. Donc là-dessus, ça répond. La vidéo d'hier répond systématiquement de facto à votre question. Maintenant, parlant du gaz, c'est vrai qu'il y a un fonds d'appui au gaz. Oui, gaz butane. Voilà, mais comment ça se passe? Parce que concrètement, c'est pas aujourd'hui encore, on pense que c'est un luxe.
Non, en fait, il y a un problème de communication. Il y a un problème de communication lié au gaz butane. Souvent, je pose cette question aux gens. Vous savez, quand on ne s'informe pas, quand on n'utilise pas, la spéculation prend le dessus. Oui, mais ça, c'est vos services qui ne communiquent pas. Oui, on est d'accord. Oui. C'est un tout. Moi, c'est tout dernièrement avec une de vos communications que j'ai cru comprendre qu'il fallait débrancher juste le chargeur de votre téléphone en sortant de la maison. C'est de la pédagogie. C'est des choses assez basiques. Vous savez, c'est de la pédagogie. Mais les gens ne communiquent pas, la culture d'entreprise même n'est pas efficace. Bon, et puis, toute la sensibilisation, c'est vers le client. Aucune sensibilisation vers les entreprises pour leur dire non, il faut changer de paradigme, il faut changer ceci. On est tout à fait d'accord. Nous héritons... Vous-même, vous venez de la SEG. Oui. Vous avez vu les scandales que ça a donné avant vous. Du privé. Voilà. Vous savez, en fait, nous venons de loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, allons-nous continuer à nous lamenter sur l'existant? Non. Une fois que nous héritons de quelque chose, c'est à nous de prendre ce qui est bon dedans. C'est à nous d'apporter de l'amélioration sur ce qu'on peut récupérer et se projeter vers l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le gaz butane, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Souvent, les gens disent que j'ai perdu mes datas. À la minute, Orange coûte combien? Vous ne saviez pas? Non. À l'unité? Non. Ça veut dire que les gens ne s'intéressent même pas à combien coûte la chose à l'unité et à la minute, ou des au franc. Donc, on a laissé, vous avez dit, il y a eu un manque de communication de la part de ceux qui sont censés ramener la couche sociale vers les produits que l'État même subventionne. C'est une double perte. On subventionne, les gens ne s'intéressent pas parce qu'il y a eu, dans le passé, une mauvaise communication autour de ça. Mais aujourd'hui, ceux qui utilisent le gaz butane par rapport au charbon, le sac de charbon est à combien aujourd'hui? C'est aux alentours de 50 000 francs. 60 000 francs chaque charbon. Alors quand vous avez une bouteille de gaz, ça vous fait au moins 1 mois et demi. Donc je pense que l'usine de Konta va résoudre ce problème. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas aussi faire la promotion d'un produit si vous n'avez pas en quantité suffisante. Il faut avoir suffisamment de produits, de stock, pour permettre de communiquer efficacement. Mais si vous communiquez beaucoup plus alors que le produit n'est pas là, ça pose un souci. Donc c'est tous ces facteurs que nous sommes en train de réunir. Il faut d'abord réaliser l'usine, ensuite produire plus d'1 million, conditionner 1 million de gaz. Une fois que c'est lancé sur le marché, et on passera sur l'ensemble d'ailleurs des gens comme vous, des grands frères comme vous, qui êtes les responsables des médias. Vous allez servir de témoins pour informer la population. Moi, j'utilise le gaz et voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Et j'ai arrêté le charbon chez moi à la maison. Pas pour moi fondamentalement, mais pour les futures générations. Parce que autant on coupe du bois, on va hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et comme on fait beaucoup d'enfants, à nous de faire la part des choses entre leur avenir et nos comportements. Aujourd'hui, il y a un problème. Les clients se plaignent. Nous nous plaignons souvent de la facturation au niveau de l'électricité. Mais vous faites moins de publicité par rapport au compteur prépayé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à ce problème? Vous savez, avant, c'est EDG qui payait les compteurs. Avant, c'est EDG qui payait ses propres... D'abord, c'était une société qui est déficitaire. L'État subventionne à outrance. Et ensuite, elle s'imposait elle-même de s'acheter ses compteurs. Quand vous voyez le pouvoir d'achat, vous voyez la prise en charge du personnel à EDG, qui fait qu'on a beaucoup de bénévoles. Et du coup, quand nous sommes venus, on s'est dit non. C'est nous qui subventionnons à 70%. Si on veut réduire la subvention, on paye les compteurs, on donne à EDG. Et à date, on a d'abord posé près de 200 et quelques mille compteurs l'année passée. Et là, on vient de commander près de 400 000 compteurs qu'on va mettre à la disposition de EDG. En fait, la difficulté... Pour la zone de Conakry, pour l'instant. C'est la zone pilote ou bien... Non, ça c'est la zone de Conakry. À date, on a à peu près 1 million de ménages. Donc, pour vous dire vrai, les difficultés du passé dans la gestion de ces entités, elle n'est pas que structurelle. Elle n'est pas structurelle. Vous voyez nos enfants, rares sont nos enfants, nos pères de famille, rares sont ceux parmi nous qui acceptent de voir leurs enfants travailler comme agents de zone à EDG, comme agents de zone à la SEG. Nous voulons tous que nos enfants arrivent au bureau. Et nous vivons des produits sociaux. Mais on laisse à l'abandon ces produits sociaux-là, à l'actif de personnes qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas les compétences. Et après, nous voulons que nos enfants partent dans des bureaux climatisés, s'asseoir, alors que la vie commune
est géré par ceux-là, par ces agents-là. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui n'a pas étudié, il gère une zone, mais il vit d'abord, il vit pour lui avant de vivre pour la société. Et après, on se plaint, soi-disant, les gens de zone de EDG, vraiment, ils sont ici, EDG est là. Pendant ce temps, nos enfants continuent à faire des stages interminables au niveau des départements. 10 ans de stage, 20 ans de stage, parce qu'il a fait océanographie, il a fait quoi administratif, il a fait ceci, cela. Alors que l'État a besoin, dans ses services, d'avoir des éléments qui vont nous apporter des solutions au niveau des problèmes sociaux de base. Voilà qui est très clair et bien dit, Monsieur le ministre. Cette deuxième partie aussi est terminée. À présent, il y a des compatriotes qui vous observent à la tâche depuis que vous êtes là, surtout l'exercice écoulé, et qui savent que de l'argent a été mis à la disposition du ministère, et donc ils vont vous poser des questions. Bonjour, Monsieur le ministre. Moi, c'est Kaba Ibrahima Khalil, citoyen guinéen, résident à Nongo. J'ai une question pour le ministre. Monsieur le ministre, dans le cadre de la transition énergétique mondiale et de l'impact croissant du changement climatique, quelles mesures le gouvernement met-il en place pour diversifier les sources d'énergie et réduire considérablement la dépendance aux hydrocarbures, tout en assurant une gestion durable des ressources énergétiques nationales? Merci. Pour répondre à notre disons frère, c'est que on a dit dans ce débat, dans cette discussion, on a à peu près aujourd'hui 4 projets solaires qui sont bouclés et dont un projet qui a été lancé là, avec la première pierre. Il y a 300 MW de solaire qui sont négociés à la primature avec des Émiratis qui vont voir le jour normalement en 2025. Donc le gouvernement est conscient de cette problématique, donc on est en train d'aller vers la transition, il n'y a pas d'inquiétude. Nous exploitons tout le potentiel, même l'éolienne. À date, nous avons des études qui sont en cours à Kassa, c'est l'île de Kassa, sont en train d'évaluer avec des Égyptiens et Marocains pour voir est-ce qu'il y a le potentiel de ventilation sur cette île-là avec la mer nous permet d'obtenir de l'énergie. Donc toutes les potentialités, les opportunités existantes sont faites. Le potentiel est là, mais il faut saisir ces opportunités pour en faire, disons, quelque chose de viable de manière directe. Donc on travaille dessus. Moi, c'est Abdoulaye Kadiatou Touré, juriste de formation, résident au quartier Bessa Cité 1. En fait, Monsieur le ministre, moi, ma question, c'est la réduction du kilowattheure. Aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a le courant. Mais quelle est la politique que vous mettez en place pour réduire le prix du kilowattheure? Ma seconde question, c'est les sociétés qui fabriquent, je ne sais pas si c'est comme ça, vous l'appelez dans votre jargon, les sociétés qui produisent de l'eau, les sachets d'eau. Il y a tellement de sociétés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une réglementation en vigueur? Parce que la plupart, le traitement de l'eau que les gens utilisent ne suit pas effectivement la procédure normale. Est-ce que le service contrôle qualité fait réellement son travail? La question, c'est que c'est par rapport à quoi il dit que le kilowattheure est élevé à date. Il faut faire un benchmarking au niveau de la sous-région. Quand vous faites un benchmarking, vous vous rendez compte que le kilowattheure qu'on a, il est le moins cher de la sous-région. L'une des politiques que nous faisons pour essayer d'accompagner les populations, c'est la maîtrise de l'économie d'énergie. C'est pour cela qu'on a lancé une vaste campagne de sensibilisation. La maîtrise, vous avez la puissance. Si vous ne la maîtrisez pas, ce n'est rien. Nous sommes en train de maîtriser ce qu'on a sous la main. Si on estime que les politiques publiques estiment qu'on peut en rester là en matière de subvention, mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, à 70% de subvention, que notre frère sache que le prix est très onéreux et il va falloir encore serrer la ceinture, fournir des efforts pour nous permettre. Un peu plus même. C'est ça. Si on veut donner l'électricité aux futures générations, c'est maintenant qu'il faut y penser. Et on n'a pas d'autre choix que d'équilibrer le prix d'achat et le prix de revient. Même s'il y a une subvention, il y aura une subvention forcément et naturellement pour une partie de la population qui n'a pas suffisamment de moyens. L'eau minérale, c'est vrai, c'est désolant, il faut se dire la vérité. Cette question-là de ces sociétés, on en a plus de des milliers aujourd'hui qui sont à travers le pays. Et c'est un poids énorme pour le gouvernement, mais nous sommes en train de travailler dessus. Vous savez, tout récemment, le département a réussi à regrouper l'ensemble des acteurs autour de la table.
notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, le ministère des Mines et de l'Environnement, pour dire réglementons davantage ça. Parce que vous vous rendez compte que qu'est-ce qu'on a trouvé sur place? On a trouvé qu'il y a une partie de la gestion de ces unités-là qui se trouvent, un pied droit se trouve au ministère du Commerce, la colonne vertébrale se trouve au niveau de notre ministère, la tête se trouve au niveau de l'Environnement. Donc finalement, idéalement, il fallait s'asseoir, discuter avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait un seul office de contrôle de qualité, l'ONQC, qui se trouve au ministère du Commerce, et que le ministère de la Santé fasse un travail conjoint avec ceux-là pour assurer. Mais toute cette problématique, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Dès qu'on va régler la question du 4e projet eau, c'est naturel. Tu vends un produit quand il y a un besoin. Et quand quelqu'un ne donne pas. Mais si l'État met à disposition tout de suite l'eau au niveau de tous les ménages, je pense que naturellement, ces sociétés, malheureusement pour elles, au-delà de la réglementation qui est en cours, qui va sanctionner ceux qui ne sont pas en règle, mais d'autres vont disparaître eu égard la production et les besoins qui vont nettement diminuer. Je m'appelle Mohamed Sanfan Kaba. Bonjour, monsieur le ministre. De nos jours, la Guinée a plusieurs barrages hydroélectriques, mais il y a des moments où il y a rupture d'électricité. Et sur ce fait, on nous dit qu'il n'y a pas d'eau, qu'il y a manque d'eau dans ces barrages. Étant donné que lors de l'élaboration de ces projets, il faut des études de faisabilité pour connaître réellement ce qui doit marcher et ce qui ne doit pas marcher. En fait, c'est mon inquiétude, c'est des questions que je n'ai pas de réponse. Et apparemment, plusieurs Guinéens n'ont pas de réponse à ces questions. Il faut que les gens comprennent une chose. On ne prévoit pas ce qui se passe demain. Personne n'a un contrat avec la nature. Ce sont nos actions d'aujourd'hui qui détermineront les conséquences et les impacts de demain. Ouais. Ce qui fait que les études, on peut être réalisées dans des conditions dont moi, je n'ai pas la capacité de juger. Mais ce qui reste clair, si elle continue aujourd'hui à fournir, c'est qu'il y a eu un minimum de travail. Maintenant, au-delà de ça, est-ce que la gestion de l'eau se fait de manière correcte? C'est fait de manière correcte. Est-ce qu'ils ont tenu compte de l'ensemble des paramètres? Est-ce qu'ils se sont projetés? Oui, ils te disent que nous avons tenu compte de l'impact environnemental des 50 dernières années et des 50 prochaines années qui nous a permis de réaliser ce barrage. Sauf qu'en réalité, les 50 prochaines années qui sont inclus dans maintenant, ils n'ont pas signé un contrat avec Dieu ni la nature. Donc forcément, il y a des imprévus qui peuvent nous amener à avoir moins d'eau ou plus d'eau. Voilà, grosso modo. Monsieur le ministre, l'autre question, vous n'êtes pas allé très en profondeur par rapport à la recherche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit quand même du carburant, le Sénégal, tout ça. Vous avez évoqué le cas. Attendez, on est en train de travailler sur plusieurs volets. La recherche demande d'abord à ce qu'il y ait, à notre niveau, une certaine formation. C'est une question souvent qui ne revient pas. Ce sont les défis auxquels les gens font face. L'un des défis majeurs aujourd'hui de notre administration, c'est la question des ressources humaines. En fait, vous savez, avec le CNRD, ça va vite, ça doit aller vite, bien et efficacement. Alors qu'avant, on était habitué à, un dossier qui arrive chez le ministre, qui vient au secrétariat aujourd'hui du ministère, ça peut faire 4 jours avant de monter chez le ministre. Mais aujourd'hui, quand le dossier même quitte chez ton homologue, il te l'envoie sur WhatsApp pour te dire que avant de recevoir le dossier, commence à traiter déjà. Donc le fait d'aller vite, très vite, et plus vite, mais avec maîtrise, efficacité et efficience, ça demande à ce que, si la gestion doit être inclusive, la gestion doit être à la portée de tout le monde, qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité et d'accompagnement, que l'État, que nous puissions mettre beaucoup plus d'argent dans la formation et la mise à niveau des gens, avec les nouvelles technologies. Il y a des travaux qui se tenaient en 10 jours, en 20 jours, avec l'intelligence artificielle et les nouveaux instruments qu'on a, en 2 ou 3 jours, on a fini. Mais nos cadres ne sont pas habitués à ça. Donc, il faut former les gens. Même les nouvelles infrastructures qui vont arriver, la richesse pétrolière, on a des difficultés. Pourquoi? Parce que toutes les infrastructures là qui vont venir, si on n'a pas de gens qualifiés pour les utiliser, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous partez aujourd'hui dans les sociétés minières, vous rencontrez que à l'aéroport, il y a beaucoup de vagues de jeunes Chinois qui arrivent. Dans les mines, c'est eux qui sont là.
Mais vous partez là-bas, nos jeunes frères veulent tous aller au bureau. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut que nous acceptions que ceux qui font cette mentalité qu'on a, que ceux qui font les métiers, c'est des personnes qui ne sont pas à un niveau de la société. Il faut briser ce mythe-là pour dire que chacun a un rôle à jouer et que ceux qui sont au bureau se mettent à jour en fonction de la mondialisation. On ne peut plus gérer comme avant. C'est impossible. Les populations sont devenues très exigeantes dans la réclamation de leurs droits et fournissent moins d'efforts dans l'exécution de leurs devoirs. Ce qui fait que ça met une pression constante sur les pouvoirs publics. À nous de créer un peu d'équilibre entre ce qu'on doit, ce que les gens ont droit et le devoir qu'ils doivent, disons, eux aussi fournir. Sur ce volet-là, il faut énormément mettre de l'argent dans le volet formation et mise à niveau de nos cadres. Monsieur le ministre, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va formuler 2 ou 3 questions en une seule. C'est-à-dire les défis pour les 3 secteurs. Vous-même, vous avez dit que c'est des secteurs sociaux dans lesquels l'État met beaucoup d'argent. Donc les défis pour les 3 secteurs, les perspectives et les engagements, parce qu'on a compris aussi que votre budget est monté un peu plus pour l'exercice 2025. Les défis, le premier défi, je le dis et je le répète, c'est la question des ressources humaines. Aujourd'hui, la vision du CNRD, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que même si nous sommes 3 dans une pièce, si moi j'ai la moyenne et que vous 2, vous n'avez pas la moyenne, nous tous on échoue. C'est actuellement la stratégie qu'il y a en fait. Ce qui fait que, quelle que soit ma vitesse, je suis obligé, si je roule à 5 km par heure et vous roulez à 22 km, je suis obligé de vous tirer. Oui, tout à fait. Et en vous tirant, si je ne fais pas intelligemment, je risque aussi de casser la machine. Ouais. Donc du coup, ça fait que tout le monde est dans le même bateau, mais il faut des moyens supplémentaires pour accompagner les gens à être au même niveau. Les pays qui sont aujourd'hui, les pays qui ont beaucoup avancé, ils ne sont pas plus intelligents que nous. La chose la plus difficile, c'est de travailler, c'est de se développer dans la langue d'autrui. Aujourd'hui, on travaille dans une langue qui n'est pas, disons, la nôtre, mais on parvient quand même à faire des prouesses. Donc si on a réussi à dépasser ce cap-là, je veux dire que si on met les outils, on forme les gens, on peut y aller. L'autre défi, c'est quoi? Ce sont les infrastructures. Il faut des infrastructures. Et nous sommes en train de le faire. Vous voyez des chantiers partout. On n'a pas d'autre choix. Il y a un gap aujourd'hui. C'est Mamie qui arrive. L'argent mis à votre disposition, c'est suffisant, il n'y a pas. C'est correct, non, il n'y a pas de en fait, l'argent, je vous dis une chose. Ce n'est pas un problème d'argent. Tout développement qui compte sur le BND, c'est que nous ne sommes pas prêts. Oui. Le développement compte sur la mobilisation des ressources extérieures. Il y a de l'argent partout dans le monde entier. Mais il faut savoir faire le montage financier. Il faut être rassurant. Il faut maintenir la quiétude et la paix dans la cité. Il faut qu'il y ait l'harmonie entre les gens pour pouvoir, disons, mobiliser les ressources. Aujourd'hui, il y a une quiétude dans la cité. Les pays dont on voit qu'ils sont aujourd'hui en avance, ces pays-là, vous entendez là-bas chaque 5 années qu'il y a ceci, il y a cela. Non. Les gens se mettent au travail. Donc, il nous faut chercher de l'argent à l'extérieur. Les ressources internes, je vous ai dit dès le départ, tout ce qu'on mobilise, c'est la douane et les impôts. On ne peut pas compter sur ça pour développer notre pays. Nous ne pouvons compter que sur la mobilisation, l'intelligence. Et c'est là le dénominateur commun de cette mobilisation n'est tout que la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne pourra pas. Vous allez réaliser ici aujourd'hui, d'autres vont casser. Alors que c'est en BOT. Quand c'est cassé, qui paye? Le seul garant, c'est l'État. Donc il y a ça, il y a les infrastructures. Et l'autre côté, c'est que les gens acceptent aussi que ces infrastructures ont un coût. Nous, État, nous, pouvoirs publics, notre grande responsabilité aujourd'hui, c'est d'engager plus de dialogue social avec les populations. Les éduquer, les sensibiliser, parce que sans l'éducation, sans la compréhension, les gens peuvent... Tu peux même donner de l'or à quelqu'un, mais il va penser que tu lui fais du mal. C'est parce qu'il ne mesure pas le bienfait. Ça peut ne pas être à mon avantage, mais chaque père de famille aujourd'hui se bat pour l'avenir de ses enfants. Mais si moi je tire 10% des bénéfices et que mes enfants vont tirer 60% des intérêts, ai-je le choix de refuser? Non. Mais cela n'est possible que s'il y a un dialogue constructif, franc et sincère entre nous et les populations pour lesquelles nous travaillons, pour leur dire, nous le faisons aujourd'hui, le changement est douloureux. Mais derrière, voici ce que ça peut donner comme impact
dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans. En 2025, fin 2025, c'est la dernière question et on va être très bref peut-être avec la réponse. Si on demandait au ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures de citer, de montrer à la face de la Guinée, voilà, enfin j'ai reçu ce projet. J'ai réussi 2 ou 3 projets. Quels peuvent être ces projets? En fin 2025 En fin 2025. En fin 2025, on aura réussi à mobiliser les 300 MW sur le solaire. Ça, je dis ça aux Guinéens. En fin 2025, on va démarrer le plus grand chantier avant fin 2025. Ça sera dans 2025. Le plus grand chantier d'eau potable du pays de 548 millions de dollars. En fin 2025, le gaz sera à la portée de tous. En fin 2025, entre nous et les Guinéens, le projet le plus vaste, c'est l'éducation. Entre nous et les Guinéens, on pourra s'asseoir, on va briser la méfiance en pouvoir public. Les produits sociaux de base, c'est à tel coût. Voici ce qu'il faut. Cette compréhension-là est plus difficile que les projets. Expliquer aux Guinéens, voici ce que nous dépensons. Voici, c'est bien vrai, c'est vos droits, mais voici nos efforts. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait un équilibre, pour que nous puissions prendre en compte les besoins actuels, les besoins futurs, pour ne pas que demain soit hypothéqué. C'est le plus gros chantier. Et ce chantier-là, on se regarde là dans les yeux, on va continuer à éduquer pour dire aux gens, voilà, on a réussi à traverser ce cap. Voilà le projet solaire, voilà le 4e projet eau, voici l'usine de gaz. Et voici nos cadres qui n'avaient pas ce niveau adapté à utiliser ces outils qui sont aujourd'hui performants, qui peuvent concurrencer d'autres nations pour un meilleur développement. Monsieur le ministre, ouais. Ça nous a fait un grand plaisir de vous avoir. Malheureusement, il y a des questions qu'on aurait bien aimé, on aurait souhaité que vous fassiez un petit point sur la campagne d'installation des compteurs prépayés et puis Moi, j'allais même poser la question, Ouais. si les 2 grands frères ont des compteurs à prépaiement. Oui, moi j'en ai. On peut vérifier? Moi, je n'en ai pas pour l'instant. Moi j'en ai. Donc dans ce cas, vous ne me posez pas des questions sur l'électricité. Parce que vous n'avez pas J'ai des factures, là que j'ai payées. Je les ai avec moi ici, de par devers moi. La campagne Moi j'ai le compteur à prépaiement il y a juste 1 mois, à peu près. D'accord. Vous voyez? Au début, j'étais réticent. Mais maintenant, donc, j'ai changé d'avis. depuis combien d'années? Il y a eu un de vos experts qui m'a expliqué aussi. C'est ça. Donc, depuis combien d'années le changement? Et vous êtes un intellectuel. Maintenant, imaginez ceux qui sont en zone rurale, en zone périurbaine, comment ils vont percevoir. Donc, ça demande du temps, de la pédagogie et beaucoup de dialogue social. Il faut continuer la sensibilisation. On va continuer. D'où la mise en place de cette vaste campagne de sensibilisation dans l'ensemble du pays qui permettra aux gens de se dire oui, on nous avait dit que c'était tel, mais en réalité, voilà ça. Et les 15 millions de dollars que nous perdons chaque mois en termes de gaspillage, on peut orienter ça ailleurs. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'informe nos téléspectateurs que nous avons eu l'immense plaisir de recevoir le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, monsieur Aboubacar Camara. Merci, monsieur le ministre. Ce débat a été conduit par Mahmoud Bari Ibrahim Diakité. Nous remercions aussi toute l'équipe de production de l'émission On fait le point. À très vite.